Bonjour Daniel. Salut Lucie. On est chez toi. Oui. Je trouve ça important de venir chez toi parce que on a vécu deux dernières années à faire des Zooms constamment. Puis il y a quelque chose je trouve en tout cas, je trouve ça informel de venir chez la personne, la rencontrer vraiment. Cette rencontre entre humains, je trouve que c'est important de la retrouver. Daniel, tu es ingénieur, puis tu as proposé ce qu'on appelle l'Union des professionnels du Québec, dont tu es le président, puisque j'imagine qu'il faut donner un titre lorsqu'on part une organisation comme celle-là. Ils ont décidé de me choisir, malheureusement. Ils ont décidé de te choisir. Et puis cette organisation-là, ce que j'en sais pour l'instant, mais tu pourras en rajouter là, dans les précisions, c'est un endroit où quelqu'un qui a besoin de soutien, d'aide, peut appeler, te rencontrer. Parce que toi, tu as réalisé qu'il y avait de la détresse chez les professionnels. Et puis, je pense que progressivement, tu t'es mis à recevoir beaucoup de témoignages de personnes, peu importe le statut, c'est-à-dire la profession. C'est des gens qui vivent des difficultés et, entre autres, par rapport à leur relation avec leur ordre professionnel. Exactement. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on en parle parce que je trouve ça très particulier, ce qui se passe, qui n'est pas nouveau, j'ai l'impression, mais la relation entre un professionnel et son ordre, elle est particulière et elle peut être responsable de cette détresse-là. C'est important qu'on en parle pour que la population comprenne mieux et qu'on trouve une solution ou des solutions, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les ordres eux-mêmes. Pour la population, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un ordre professionnel, c'est une instance qui protège la population. C'est un ingénieur. Protection du public. Du public. C'est-à-dire qu'un ordre ne protège pas le professionnel. Non. Il y a eu d'autres instances comme l'Union des professionnels ou des associations de professionnels qui se sont mis en place pour réfléchir, en tout cas, à ce que peut vivre un professionnel. Mais un ordre professionnel, ça protège d'abord et avant tout le public, la population. Et ça, c'est une chose qui est importante à distinguer pour la population. Et là, on se retrouve dans une situation où tu pourras décrire, parce que toi, tu le vois mieux que moi, là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un genre d'univers qui s'est installé dans les ordres et qui met l'emphase sur la surveillance. Une surveillance très, très étroite pour s'assurer que le professionnel est compétent et éthique et respecte toutes les règles. Mais peut-être que ça va trop loin en ce moment. Et dernièrement, on a vu Marie-Josée Noël paraître à, je pense, c'est TVA, en disant qu'elle est à Revenu Québec. Elle s'est rendue compte, il faut dire qu'elle a une formation en éthique, elle s'est rendue compte que les patrons faisaient des choses qui étaient différentes, on va dire, que celles qui étaient imposées aux travailleurs. Puis elle a voulu dénoncer ça, puis s'est retrouvée avec des sanctions. C'est très difficile de s'y retrouver, puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour se parler mutuellement. Parce que, là, je vais te laisser la parole, mais c'est important pour moi d'introduire, parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse cette rencontre-là dans le but d'aider les professionnels, les ordres aussi, puis la société en général pour se sortir de la situation dans laquelle on se retrouve. Et là, ce que je voulais mentionner, c'est est-ce que c'est possible que lorsqu'on se retrouve à avoir un statut par exemple, membre d'un syndic, par exemple, ou membre du conseil d'administration d'un ordre, on peut percevoir avoir certains avantages qu'on veut préserver, puis on se retrouve à avoir peut-être des conflits de personnalité, d'intérêt, puis avoir du mal à gérer les relations avec certains membres de l'ordre. C'est touché. Je pense que sur le plan de la société, on retrouve peut-être ce problème-là. Alors, comment commencer? Pourquoi je suis ici à te voir? Parce qu'on s'est parlé, puis j'ai été très touchée lorsque tu m'as parlé de la détresse des gens. Puis la détresse qui va jusqu'à mettre un terme à sa vie. Oui. Tu m'as parlé des suicides, entre autres des vétérinaires, mais c'est pas seulement dans cet ordre-là. Veux-tu juste nous dresser un portrait de ce qui peut se passer pour un professionnel sur le plan psychologique, par exemple? Je reçois tellement d'appels de professionnels qui sont vraiment en état de détresse. Ils veulent se faire entendre. Ils veulent
ils cherchent une justice, ils cherchent à se défendre, mais ils ne sont pas sur le même palier, sur le même équilibre. Il y a tellement de choses qui les poussent à cette détresse-là. Autant ils ne peuvent pas aller, ils ne sont pas dans une culture où la culture qu'il y a présentement, ils ne peuvent pas aller voir un confrère, par exemple, son vétérinaire, aller voir un autre vétérinaire, un ingénieur, aller voir un autre ingénieur ou un médecin, parce qu'il existe malheureusement un climat d'omerta. Donc ces professionnels-là ne pourront pas aller voir un autre confrère et dire est-ce que tu peux vérifier mes dossiers parce que mon ordre me dit que mes dossiers ne sont pas corrects ou j'ai mal traité mon patient ou j'ai mal fait un projet. Donc l'autre professionnel ne pourra pas l'aider ou il voudrait bien l'aider, mais s'il l'aide, bien, son nom va être affiché dans l'analyse du dossier en contre-expertise. Ah, OK. Puis là, l'ordre peut avoir le ciblé. Fait que ça, Donc, on parle d'un professionnel, par exemple, qui recevrait un avis de son ordre. C'est ça. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que face à l'ordre professionnel, quand on dit que l'ordre, puis quand je disais que supposément ils sont là pour la protection du public, Oui. c'est que c'est vrai que l'intention, c'est que l'ordre est là pour défendre ou protéger le public. Mais de la façon qu'ils s'y prennent, on peut se poser des questions dans le sens qu'on dirait que c'est pratiquement un dérapage. Puis donc, le dérapage, il date de longtemps? Ça date, on peut à peu près 10 à 20 ans où il y a eu commencé à avoir de plus en plus de pouvoir chez les ordres. Okay. Le gouvernement a donné de plus en plus de pouvoir pour certaines raisons, puis on en parlera tantôt. Mais si je reviens par rapport à l'ordre, les actions qu'ils prennent par rapport aux professionnels pour les surveiller, bien, il y a deux actions. Il y a premièrement une plainte du public, un patient ou qui recevrait un traitement d'un professionnel peut se plaindre, par exemple, d'attouchement sexuel ou d'intimidation ou de toutes sortes de choses comme ça, ou le public ou un professionnel qui va faire un design de construction, des plans d'ingénieur, qui vont se plaindre à l'ordre pour dire ce professionnel-là semble qu'il ne connaît pas son travail, donc allez le vérifier. Donc Okay. ça, c'est une plainte du public. Okay. Donc l'ordre professionnel va avoir une intervention pour aller voir le professionnel, l'examiner ou voir son degré de compétence. Ouais. Soit dit en passant, dans bien des cas, même les professionnels ne sont pas parfaits, ils peuvent faire des erreurs. Donc, dans quelle mesure les sanctions sont imposées pour des erreurs quand ce n'est pas intentionnel? Donc, ça, c'est une autre chose à se poser. Donc, ça, c'est la première chose, c'est Okay. par rapport à une plainte du public. Okay. La deuxième chose, c'est par rapport, l'ordre professionnel va faire systématiquement chez les professionnels, sans raison, disons, là, ils vont faire des visites Oui. pour examiner les dossiers. Oui, OK. Puis, ça, on appelle ça le processus d'inspection professionnelle, où il y a un comité d'inspection professionnelle, le CIP. OK. Ça, on peut-tu dire jusqu'à maintenant, c'est correct, parce qu'effectivement, si on veut protéger le public, on peut voir est-ce que le professionnel fait bien son travail, puis s'il y a une plainte, on veut vérifier si elle est, elle a raison d'être. Oui, mais en principe, le problème, c'est que, premièrement, on peut avoir, dans le premier cas, des gens du public qui, je ne dirais pas abusent, mais qui n'ont pas nécessairement des bonnes intentions, puis qui vont faire des plaintes à l'ordre, mais que le professionnel n'est pas nécessairement coupable, Ouais. ou que le professionnel a fait un bon traitement. Ouais. Ça peut arriver. Mais là, le professionnel, il est dépourvu parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens pour se défendre. Il faut qu'il paye un avocat de ses poches, il n'y a pas de tribunal impartial, puis il fait face à toute une grosse machine qui reçoit beaucoup de pouvoir et de moyens financiers avec des avocats pour l'accuser. On peut-tu dire que c'est ça, finalement, le problème? C'est-à-dire que c'est pas tout le processus de vérification si tu fais bien ta job, mais c'est après, le professionnel, si par exemple, c'est pas vrai qu'il a fait cette action-là qu'on lui reproche ou c'est pas vrai qu'il est pas compétent, il peut pas se défendre contre l'ordre ou le collège, par exemple, dans lequel il fait partie. Ouais, ça en est un gros facteur. C'est important. Donc, c'est ça. Là, c'est très important parce qu'il n'y a pas moyen de se défendre d'une façon impartiale. Puis il n'y a pas moyen, comme je dis, il y a l'omerta. Il ne peut pas aller chercher des confrères, il ne peut pas aller chercher des contre-expertises. Il faut qu'il aille souvent
dans d'autres provinces, dans d'autres pays, pour aller chercher des experts, où on a vu, par exemple, dans certains cas de professionnels qui ont eu de peine et de misère à dépenser des dizaines de milliers, même jusqu'à 100 000 et 500 000 en avocats pour se défendre. Ils ont été chercher des experts aux États-Unis, puis en Europe. Puis on parle pour aller chercher des experts pour expliquer que ce qu'ils avaient fait, c'est correct. Parce qu'ils ont payé de tout ça de leur poche. C'est incroyable. Puis l'autre affaire, c'est important de comprendre, c'est que l'ordre, là, c'est une instance, mais c'est composé de collègues. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont un poste administratif dans l'ordre, c'est par exemple, dans ton cas, c'est des ingénieurs. Dans le cas de l'Ordre des psychologues du Québec, c'est des psychologues qui ont un statut temporaire, souvent, de faire partie d'un conseil d'administration d'un syndic. Alors, il peut arriver des conflits personnels. Ces gens-là aussi qui font partie du conseil d'administration du syndic peuvent avoir des limites, peuvent avoir des personnalités particulières. Alors, c'est des individus qui donnent des sanctions à d'autres individus. Et là, on voit que ce que tu dis, c'est que ces individus-là qui sont accusés d'être fautifs, doivent se défendre contre d'autres individus. Oui, puis ces individus-là, comme j'ai dit tantôt, il y a les plaintes du public, puis il y a aussi l'inspection professionnelle. Oui. Maintenant, si on parle de, comme tu dis, l'inspection professionnelle dans ce contexte-là de sanctions, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui motive ces gens-là à imposer des sanctions à un professionnel? Je vais donner un cas type. OK, un cas type. Un professionnel qui, on est venu l'expecter dans son bureau, il a ouvert des dossiers. C'est une personne de peut-être 50 à 60 ans. C'est une personne qui n'a pas la même façon de travailler qu'un étudiant à 20 ans à faire des examens. Ouais. Donc, il a présenté ses dossiers et puis il faut dire aussi, tu vas avoir 5 professionnels puis 5 opinions différentes. Ben oui. Souvent, tu as ça. Oui. Peut-être chez les psychologues, ils vont avoir une analyse d'un cas, puis l'autre va dire non, c'est plutôt ça. Donc, tout à fait. Puis ce que j'ai compris, c'est dans la prise de notes, on peut porter un jugement sur comment tu fais tes dossiers, alors que c'est pas évident. Là, ça peut se faire de différentes façons. Souvent, c'est très subjectif. Okay. Donc, c'est un professionnel-là qui vient inspecter, il décide que c'est pas correct. Ouais, OK? Bon, il décide qu'il a relevé des choses où l'autre était nerveux, sa carrière est en jeu, parce que s'il est mal évalué, ben là, il va perdre son droit de pratique ou être limité. Donc, c'est sûr que tu n'es pas dans un contexte très relax quand quelqu'un vient t'examiner, t'examiner ton dossier. Donc, cette personne-là ne va pas nécessairement trouver les bons arguments souvent face à la pression. Bon, je fais un espoir court. Les mois, des 1 an, 2 ans s'accumulent sous la pression, sous les avocats, les argumentations et tout ça. Puis finalement, le professionnel en question qui a été accusé ou pointé du doigt réussit de peine et de misère à trouver un professeur à l'université dans son domaine qui analyse le dossier puis qui dit, lui, il n'a pas peur, le professeur, parce qu'il est comme sur un trône, là, avec son statut, par son prestige, par son statut de formateur pour tous les professionnels. Donc, il réussit à trouver ce professionnel-là, professeur, qui analyse le dossier et dit ben, cette personne-là n'a rien à reprocher. Au contraire, c'est l'inspecteur qui a tort. Ouais. Donc, tout ça, là, pour mener, après des dizaines, peut-être 50 000, 100 000 $ de peine et de misère à trouver quelqu'un, tu comprends-tu? Pour se défendre. Mais non seulement ça, l'ordre en question va continuer à persécuter, à harceler le professionnel pour imposer de retourner à l'école. T'imagines-tu quelqu'un qui a 60 ans, qui a bien fait son dossier, qui a bien monté le projet, qui au jour au lendemain, on lui demande d'aller 2 ou 3 ans à l'école pendant qu'il n'y aura pas de revenus? Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à tout ce processus-là lorsque, comme tu le dis, la pression, c'est que tu peux perdre ton emploi. Tu peux devoir cesser de travailler à cause d'une évaluation faite qui est, je dirais, questionnable. Quand tu as fait quelque chose de mal, tu as volé ou tu as agressé sexuellement une personne, puis tu le sais, ben, c'est rarement le cas que si tu es accusé, tu vas te suicider. Mais si tu n'as rien fait dans ton âme et conscience, puis que tu penses au suicide à tous les jours en te levant le matin, puis que moi, je reçois des appels de gens qui sont sur le bord de la dépresse, Ouais. qui perdent leur droit de pratique, qui perdent leur revenu,
qui ne sont pas moyens de se défendre, qui ont vraisemblablement très raison parce que leur dossier est très bien monté, puis qu'ils ne sont pas écoutés, puis qu'en plus, on fait partie d'un système où il y a l'indifférence, c'est lourd administrativement. Ces gens-là croulent sous la dépression. En plus de ça, on ne parle pas de quelqu'un là, qui fait un cours là, de 30 ou 40 heures pour avoir le droit de travailler. On parle de quelqu'un qui a souvent un baccalauréat de 4 à 5 ans d'études, sinon une maîtrise, puis des doctorats. Je connais des gens qui ont été inspectés par leur ordre professionnel, qui ont un doctorat dans leur matière, qui ont été renvoyés à l'école à l'âge de 50 ans, puis qui, pendant qu'ils retournaient à l'école au Québec, interdit de pratiquer dans leur domaine, alors qu'ils étaient des professeurs dans leur domaine, pour faire des choses très simples à faire, qu'un technicien peut faire. Ils ont été accusés injustement. Ils ont été retournés à l'école, pas le droit de travailler au Québec, puis travailler en Ontario, oui. Ah oui. Puis toi, tu en reçois beaucoup des témoignages justement de ces gens-là qui sont sur le bord de la déprime, ou même près. Peux-tu donner d'autres exemples de ce que peuvent vivre ces gens-là? Ben écoutez, récemment, un jeune, je ne veux pas mentionner ici l'ordre en question, là, parce qu'ils sont variés, puis je veux pas... moi aussi, je suis, en faisant une vidéo comme ça, je suis très sur le bord de la limite. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est comme ce que disait Marie-Josée Noël. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle avait peur des représailles en parlant publiquement de ces situations. C'est incroyable. Donc, pour en parler de ce jeune-là qui m'a appelé il y a encore 2 jours, il m'a envoyé un courriel, puis il m'a dit je suis finalement heureux d'avoir été limité, puis de pouvoir avoir le droit maintenant de vivre en paix, puis d'aller travailler chez Walmart. Puis il y avait une profession, donc. Puis, il y a une maîtrise. Puis ça fait 10 ans qu'il était gradué, puis qu'il avait récemment, depuis 2-3 ans, ouvert sa clinique. On l'a détruit, ce gars-là. On l'a renvoyé à l'école. Mais sur quelle base va-t-on détruire quelqu'un, sa vie complètement? Est-ce que c'est par protection ou pour essayer de justifier des postes d'inspecteur d'ordre professionnel? Est-ce que c'est parce qu'il y a certaines firmes où le professionnel en question dérange? Parce que souvent, on voit ça chez les travailleurs autonomes professionnels. Les travailleurs autonomes professionnels qui ouvrent leur petit bureau ou qui sont 2 ou 3 professionnels qui arrivent dans un marché où ils dérangent d'autres grosses firmes de professionnels, sont plus susceptibles à se faire attaquer parce qu'ils n'ont pas de moyens de défense. Ils n'ont pas de moyens. J'ai envie de rajouter, dernièrement, j'étais chez une dentiste qui me disait, il y a tellement de règles à suivre maintenant et de paperasserie puis ça coûte cher de faire tout ça, que ça donne le goût de vendre la clinique et il y a justement plein de firmes qui sont prêtes à acheter des cliniques québécoises. Américaines. Des firmes américaines. Dont les vétérinaires, par exemple, j'en parle, là, je peux le dire, puis c'est connu, à Trois-Rivières, il y a beaucoup de firmes qui ont laissé, cliniques vétérinaires qui ont laissé aux Américains, puis il n'y en a pas beaucoup dans le joint de la Mauricie qui sont encore québécoises. Donc, les professionnels qui ont une clinique, à eux, ont de la misère à survivre. Ou des bureaux conseils d'ingénieurs, ou que ce soit d'autres. Là, dans différentes professions. Alors, tu dis, oui, on pourrait essayer de comprendre cette situation-là en accusant, par exemple, tout ça. Mais j'ai envie de pas prendre cette voie-là, puis de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, parce que j'ai l'impression qu'on est pris dans ce système-là, tous. C'est une question de, je pense, moi, je croyais. Puis je pratiquais. Puis je suis pas... je veux pas... J'ai parlé à une religieuse. J'ai une bonne amie à moi qui est religieuse. Okay. Elle dit, tu sais, Daniel, elle dit... il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a juste des personnes qui sont blessées. Ces gens-là, probablement,
ils subissent sûrement beaucoup de pression, peut-être à un niveau supérieur. Puis je veux pas les accuser parce que je me mets à leur place. Ils ont une famille à faire vivre, puis peut-être qu'ils reçoivent de la pression pour garder leur poste d'inspecteur ou de dirigeant. Ou peut-être qu'ils ne sont pas croyants, ou peut-être qu'ils n'ont pas une conscience morale, une conscience morale ou quelque chose qui leur permet, peut-être qu'ils utilisent leur titre pour détruire des gens. Mais même alors là, il y a moyen de leur pardonner puis d'arranger les choses. Oui. Puis malheureusement, on n'a pas un système actuellement. Bien, on est peut-être à un moment, justement, où c'est possible de choisir la direction qu'on prend, puis de ne pas s'engouffrer dans celle là, qui est présente. Parce que comme tu le dis, toi, tu es quelqu'un qui croit à la bonté humaine, puis peut-être que ces gens-là se retrouvent dans les mêmes difficultés relationnelles avec des gens qui sont au-dessus d'eux. On le sait pas, là. Mais j'ai l'impression que l'argent est peut-être en lien avec ça, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, le statut, le titre fait en sorte que parfois on s'accroche à des privilèges, puis que ça nous amène à être un peu indifférents, je dirais, à d'autres personnes qui vivent des situations très graves et qui mènent au suicide. Mais sachant cela, est-ce qu'on peut prendre un temps d'arrêt? Réfléchir à ce qui se passe. Puis, tu sais, on parle des ordres professionnels qui sont là pour le public, mais on peut penser à des ordres professionnels qui sont là pour aider les professionnels à dépasser des difficultés, les accompagner dans une remise en forme de leurs compétences, mais sans les empêcher de travailler. Exactement, parce que c'est des forces vives, le mentorat, exactement. Écoute, j'ai un professionnel, il faut que je te parle de ça, là. C'est quasiment... Ça n'a pas d'allure. J'ai un professionnel, je dirais pas encore l'ordre, qui a été accusé, qui a été avec il y a eu une sanction là qui est en cours. Ce professionnel-là a fait la démonstration par des experts que tout ce qu'il a fait, c'est correct. Okay. Puis, ce professionnel-là, il a dit, écoute, je vais être de bonne foi. Tous mes dossiers vont être approuvés par un autre confrère à moi que je connais, ou quelqu'un d'autre que vous voudrez. Okay. Vont être tous approuvés, tous les dossiers écrits, rédaction ou des conceptions. Puis, laissez-moi travailler sans être limité pour qu'au moins je puisse rencontrer mes clients librement, puis que mon image ne soit pas ternie, puis ma réputation, puis tout ça. Eh bien, l'ordre, on dit non. On va te retourner à l'école, puis pendant ce temps-là, tu ne travailleras pas. Fait que comment tu veux que ce professionnel-là voit son ordre comme une entité juste qui respecte les droits et libertés à traiter quelqu'un dans la dignité? Tu perds la confiance dans ceux qui sont là. Puis il faut comprendre aussi que, je ne sais pas si c'est la même chose dans ta profession, mais pour les psychologues, en tout cas, il faut faire partie de l'ordre pour que les assurances puissent dédommager les clients. Et si tu ne fais pas partie de l'ordre, parce que tu pourrais choisir, bien les assurances ne te couvrent pas. Alors, c'est comme un système barricadé, je dirais. Puis ça oblige donc les gens à faire partie d'un ordre. Puis à ce moment-là, ben, sans cette relation de confiance, c'est très difficile. Puis on peut parler de la liberté d'expression parce qu'on est en plein dedans là. Combien de personnes ces temps-ci on entend dire, des professionnels, je ne peux pas parler en public. Je ne peux même pas le faire dans ma vie privée. C'est ça exactement la loi du silence, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, surtout quand ça concerne tes compétences. Tu sais, imagine les médecins, les psychologues, les sociologues, peu importe la profession qui est concernée par la crise qu'on vit en ce moment, ces gens-là ne peuvent pas exprimer leur opinion professionnelle, puisque ça vient de leur connaissance, si ça va à l'encontre de la santé. J'ai un professionnel hier même, que j'ai rencontré, dans une situation, je dirais pas l'ordre, il dit, j'ai tellement peur, il dit, face au client, je sais quoi lui dire, je sais quoi lui suggérer, pour l'aider, mais je peux pas le faire, parce que j'ai peur de mon ordre, qui va m'appliquer des sanctions. Si tu lui dis ça, puis, si lui il dit ça... Fait que lui, il peut pas, il dit, Daniel, je suis obligé
de faire tel processus qui est beaucoup plus coûteux pour être officiellement, mais je sais quoi faire pour lui faire sauver de l'argent puis que tout fonctionne bien, mais je peux pas le faire. Parce C'est que, quelque chose. c'est quelque chose. On est dans un monde où, ça je tiens à le mentionner, par rapport à la parabole du bon samaritain. Ah oui, vas-y. La parabole du bon samaritain dans la Bible, c'est quand tu parlais de confiance, ben de mettre notre confiance dans les autres. Parce que là, c'est quoi le problème? C'est que le gouvernement, les juges, les avocats, on met toute leur confiance dans une entité, les autres, parce que c'est ça, les tribunaux administratifs. Ils disent, nous, on n'a pas les connaissances, Oui. donc on va créer les ordres pour qu'ils puissent juger les professionnels. Parce Oui. que vous connaissez un ingénieur connaît un ingénieur, vétérinaire connaît un vétérinaire, puis en mangez-vous entre vous autres, puis tu sais. Ouais. Donc le juge, pour se départir, il dit, on va mettre la confiance, on va donner du pouvoir aux ordres professionnels pour qu'ils s'en chargent. Mais la parabole du bon samaritain, c'est Jésus qui raconte une histoire qui dit à quelqu'un qui pose une question, il dit, il y a quelqu'un qui se promène, ben, je vais la raconter un peu brisée, là, mais c'est quelqu'un qui se promène, qui s'en va sur une route, puis qui est attaqué par des brigands, puis qui est laissé à moitié mort sur la route. Tout à coup, passe un prêtre à côté, puis il détourne. Il ne va pas voir la personne à moitié morte. Il continue son chemin. Il voit une autre personne qui passe, puis qui aussi fait un détour, il ne va pas s'en occuper. Puis vient finalement quelqu'un qui n'est pas nécessairement de titre professionnel, qui n'a pas nécessairement de pouvoir, qui n'a pas nécessairement d'autorité ou de prestige, puis qui, avec ses petits moyens, va voir la personne à moitié morte, le prend sur lui, l'emmène à une auberge, le soigne, lui donne de quoi à manger. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a donné beaucoup d'autorité et de pouvoir à des ordres qui, on ne sait pas comment on fait pour évaluer la conscience morale de ces groupes-là qui peuvent devenir des cartels. Ouais. Je dis pas que ça en est. Je dis comment on fait pour évaluer chez une personne si la personne, est-ce qu'on se limite trop au diplôme, au titre, ou s'il n'y a pas matière à aller fouiller un petit peu plus creux puis aller voir est-ce qu'on peut faire passer des tests psychiatriques ou psychologiques à ces gens-là? Est-ce que c'est moyen de détecter ça? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est ça Est-ce qu'il faut contrôler ceux qui contrôlent? Y a-t-il une éthique? Ben, puis la question d'éthique, elle se pose, justement. Ben, c'est ça. Tu vois, Est-ce que ça... Parce que là, tu as des policiers avec des armes à feu qui se promènent dans la rue, puis qu'on fait attention à qui qu'on laisse se balader dans la rue, là, avec un pistolet. Est-ce que c'est pas ça? Parce que quand on est rendu à envoyer des gens au suicide, il y a des questions à se poser. Tu sais, je veux dire, là, on n'est plus rendu, là, puis même des destructions de carrière puis de vie. Ben oui. On n'envoie pas quelqu'un qui a fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de l'université. On débarque dans son bureau, on dit que c'est pas correct. Mettons, toi, tu conduis une voiture, tu as un permis de conduire. Oui. OK, moi aussi. Oui. Je te dis, j'ai 40 ans d'expérience en conduite. Si demain, on m'arrête sur le coin de la rue, puis qu'on me dit, tu vas passer un examen théorique, puis que je le passe pas, est-ce que je suis un danger public? Parce que je me souviens pas des questions puis des bonnes réponses, mais je sais conduire parfaitement, puis j'ai pas eu de contravention. C'est où le bon sens là-dedans? On peut dire, c'est pour la protection du public, on va t'enlever ton permis de conduire, on va te renvoyer à l'école, puis pendant ce temps-là, tu ne pourras pas travailler. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Et au même moment, il manque de professionnels. Le public, les vétérinaires, là, officiellement, regarde là, le vétérinarius, c'est un cri d'alerte, ils en cherchent, ils ne savent pas où les trouver. Ils sont obligés, j'ai des gens qui ont des cliniques vétérinaires, qui vont les chercher en Algérie, les vétérinaires. Les vétérinaires, parce qu'il n'y a pas de Québécois. Qui veulent. Puis même, j'ai des clients, pas des clients, mais j'ai des gens, des membres de l'UPQ, qui me disent, on parle, parce qu'ils sont professionnels dans un domaine, des fois, ils sont à la table avec le père, la mère, puis les enfants.
Puis les enfants disent jamais je vais faire le travail de mon père ou de ma mère. Ouais. Parce que c'est abject. Ouais. On ne veut pas faire ça, cette profession-là. On est mieux aller travailler laveur de vaisselle. Oui, c'est un peu comme le jeune professionnel de tout à l'heure qui est soulagé de travailler chez un Walmart C'est ça. plutôt que de faire la profession pour laquelle il a étudié très longtemps. Il dit, je suis le bord de la faillite, je n'ai pas moyen de me défendre. La Commission des droits de la personne, l'Ombudsman, le protecteur du citoyen, ça ne fonctionne pas. C'est comme s'il y a comment on dit ça, c'est Goliath contre... c'est David contre Goliath. David contre Goliath. Il y a le domaine que sûrement les gens ne connaissent pas, qu'on appelle l'andragogie. Oui. L'andragogie, c'est la science de l'évaluation des compétences ou de l'enseignement. Éducation aux adultes. Pour les gens adultes. Oui. On voit que, puis moi, ce thème-là, de l'andragogie-là, je l'ai soumis à plusieurs professionnels qui étaient surveillés. Okay. Puis personne ne connaissait ça. Puis il n'y avait pas vraiment de structure d'enseignement ou d'évaluation respectueuse, digne, qui voit le côté humain dans l'évaluation. C'est comme si moi, je me fais arrêter demain dans la rue. Oui, je sais conduire, mais parce que je ne réponds pas bien à certaines questions de choix de réponse, parce que le panneau qui s'appelle de telle façon, je ne le connais pas sous son forme, mais quand je le vois, je sais quoi faire. C'est pas détecté, puis là, à ce moment-là, il me renvoie à l'école. Donc, l'andragogie, c'est pas considéré. Puis plein de choses aussi, le côté humain, l'éthique, tout ça, c'est pas respecté dans l'humain. Il y a des thèmes, donc, qui font pas partie de cette relation qu'on entretient avec nos ordres et qui devraient en faire partie. Ce que je comprends, c'est quand tu parles d'andragogie, c'est lorsque tu évalues quelqu'un qui a une expérience, qui est un adulte, donc ça doit tenir compte de certaines connaissances. L'expérience, le jugement, tu sais, il y a des choses, quand un professionnel de 50 ou 60 ans fait un projet ou traite un dossier, il ne traite pas ça la même chose, de la même façon qu'un jeune de 18 ou 20 ou 25 ans. Il y a une chose, parce que j'aimerais ça qu'on conclue, qu'on approche la conclusion, mais il y a une chose dont tu n'as pas parlé qui m'avait aussi surpris, c'est le fait que lorsque tu parlais des clients, pas seulement des professionnels, mais les clients qui deviennent anxieux, par exemple dans la construction, quand ils voient une faille dans un solage, et puis ça devient fou, là. Peux-tu juste résumer cette situation-là qui m'avait surprise en me disant, mon Dieu, on est rendu loin. Les gens sont sûrement, on dirait, à fleur de peau. Il y a tellement d'informations qui circulent sur Internet et partout qu'on ne sait plus quoi croire. Puis, pour des petites choses, disons des peccadilles pour certains, ça peut devenir des gros problèmes de cauchemar. Là, c'est quasiment de la paranoïa. Ça c'est que dans certaines situations, je connais des professionnels qui ne veulent même pas s'impliquer parce que c'est plus de la psychologie que c'est... De travailler avec des clients, ça demande de la psychologie. Beaucoup plus. Parce que les clients deviennent paranoïaques. Ils deviennent pleins d'anxiété. Pour des petits riens. Puis là, l'information, il y a les compétiteurs qu'eux, ils mettent des annonces à la télévision pour dire « Faites ça, si vous voyez un petit problème, on va tout changer. » Ah oui. Puis là, là, il dit « Ah, ça doit être vrai. S'ils sont compétents, s'ils ont un titre, s'ils le disent, ça doit être vrai. » C'est comme... Alors, j'aimerais ça qu'on termine avec ça. C'est comme si on vit dans un monde qui est peut-être pas réaliste maintenant. Sont-tu sincères? Sont-tu vrais? Comment on fait pour les évaluer, ces gens-là? Exactement. C'est peut-être pour faire de l'argent qui parlent de ces problèmes-là alors qu'ils sont futiles, ces problèmes-là. Et à côté de ça, il y a des professionnels d'expérience ou des professionnels de bonne foi qui veulent aider un client sans que ça lui coûte une fortune aussi et qui peuvent pas faire ça parce qu'ils vivent des relations ou surveillés, donc des relations... L'épée de Damoclès sur la tête. Avec des relations qui ne sont pas basées sur la confiance. C'est que dans le fond, on a un choix en ce moment, soit créer encore plus de surveillance dans ces ordres ou travailler avec des relations où on accepte l'imperfection puis qu'on la considère pas comme une faute professionnelle. Dans plein de pays, il n'y a pas d'ordre professionnel. Quelqu'un me disait ça. Ça fonctionne très bien. Tout à fait. C'est drôle que tu me dises ça. Je ne veux pas dire de toutes les enlever, mais je pense qu'au lieu de leur donner toujours plus de pouvoir, vérifier, faire une enquête,
Ou encore, développer des meilleures relations avec les Mécanisme. professionnels et les ordres basées sur autre chose que L'entraide. le pouvoir. Tout à fait. Ah, là, c'est bien. Quelqu'un me disait ça dans une autre profession que celle que tu as en tête probablement, qu'il y a des pays où il n'y a pas d'ordre. Puis, ben dans le fond, je dirais la réputation d'un professionnel se fait à partir du service qui est rendu pour un client qui en parle à un autre et ça fonctionne très bien. C'est comme tu dis, l'idée, c'est pas de remettre tout en question, mais de se poser des sérieuses questions en ce moment Et sauver des vies. et sauver des vies. On sauve des professionnels, puis on aide le public. Parce que là, on sauve... Des fois, je me demande, puis je veux juste aussi en parler une minute, est-ce qu'on fait bien d'en parler? Ou des fois, il faudrait pas... Je me demande si... Puis j'espère que cette vidéo-là ne servira pas juste à dissiper la vapeur pour dire on est content d'écouter ça, c'est un beau petit show, on se sent parler. Et ça change rien. Ça change rien. Ou encore attiser, les gens vont nous écouter et dire hey, moi, il faut que j'appelle Daniel pour lui conter notre situation où j'ai telle connaissance qui souffre énormément. Puis là, qu'on se regroupe, puis qu'on puisse pas aller pour attaquer, mais au moins pour qu'on se regroupe et aller cogner aux portes, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, puis dire, écoute, on veut s'asseoir puis on veut régler ça parce que ça n'a pas d'allure. On a moyen de vivre tout ensemble, serein, puis de travailler correctement. Exact. Tendre la main, dans le fond, plutôt que de s'accuser mutuellement, puis de régler les problèmes multiples qui sont manque de personnel. Si ces professionnels peuvent continuer à travailler, ben la société est gagnante. C'est vrai. Puis les autres, je pense que tu dis, on voudrait pas que l'expression dans cette vidéo, ça, disons, fasse en sorte que, bon, on a fait ce qu'on avait à faire, on a jasé, puis on passe à autre chose. Au contraire, j'espère que les membres des ordres professionnels peuvent entendre ta voix, qui est représentative de toutes celles qui se taisent en ce moment, en se disant, il y a moyen de faire mieux, mais pas en allant vers un plus grand contrôle, plutôt en allant vers des meilleures relations entre nous. Moi, avant de terminer, je veux juste te remercier beaucoup pour tout ce que tu fais, ton gros sens de l'altruisme, de prendre la peine de venir ici, de s'informer de comment on est, d'aller voir d'autres, comme j'ai vu des autres reportages avec d'autres personnes. Tu prends la peine, tu fais le tour du Québec, tu fais ça gratuitement. T'aimes le monde. Puis je veux te remercier puis te faire un cadeau. Oh non, c'est pas vrai! T'es bien fin! Ça représente qui tu veux. Oh wow! Un gros cœur. Puis tu fais ton possible. C'est bon ça! Je veux te donner ça parce que quand tu m'as dit que tu viens ici, je me suis dit un jour, ça fait déjà un bon bout de temps que je l'ai, je me dis il faut que je le donne à quelqu'un de spécial. Oh, t'es fin! Puis là, ben... Hey, merci Daniel, merci infiniment, c'est bien gentil. Mais je le prends. Fait que merci à toi aussi de partager ton expérience puis d'être cette voix-là, c'est ça, toi tu as eu des oreilles pour entendre les gens puis tu parles pour eux en ce moment. Merci de ton aide.